Dans les hauteurs boisées du mont Kemmel, qui culmine à 154 mètres d'altitude de l'autre côté de la frontière franco-belge, se cache un terrain militaire particulier. L'emplacement est hautement stratégique. Si un ennemi arrive à traverser les monts de Flandre, la route est ouverte jusqu'à la côte et particulièrement le port de Dunkerque. Ce morceau du mur de Berlin symbolise la guerre froide au début de laquelle a été construit ce site que Frankie Bostin nous emmène visiter. Une fausse maison pour l'heure, des cahutes avec bouche d'aération et une antenne radio sont connectées à un énorme bunker enfoui jusqu'à 18 mètres sous terre. Et nous voici plongés dans un autre temps, 7 décennies en arrière. D'abord, il y a les galeries techniques avec leurs équipements des années 50, comme ces chaudières ou ce système de ventilation qui tourne toujours. C'est le système de ventilation des années 50 qu'on utilise encore. On doit le maintenir encore parce que si ça ne fonctionne pas, après quelques heures, il n'y a plus d'air dans le bunker. En cas de panne d'électricité, ces deux moteurs de bateau peuvent se transformer en générateurs de secours pour alimenter le bâtiment de béton de 30 mètres sur 30. Ici, on arrive sur l'étage supérieur, qui est l'étage de commandement, avec 4 locaux, force terrestre, force navale, force aérienne. Et le temps est ici comme figé. De cette pièce, les commandants des forces navales belges ont une vue directe sur la salle des opérations. Sur cette carte des unités terrestres, des scénarios d'attaque des forces russes que les pays de l'OTAN craignaient durant la guerre froide. 200 hommes pouvaient ici mettre en place des stratégies militaires et envoyer les ordres sur le terrain, par téléx beaucoup, et par radio ou liaison optique, et tous les messages bien sûr devaient être codés. Et alors, au destinateur devait les décoder et alors les imprimer. C'est très important parce que ce message contenait tous les ordres opérationnels pour les unités. Donc la transmission était l'essentiel d'un bunker de commandement. Parce que sans transmission, il n'y a pas de commandement. L'historien nous emmène enfin dans cette salle immense du mastodonte souterrain. Donc finalement, on est arrivé au cœur du bunker. C'est la grande salle de commandement. Le fauteuil du commandant en chef trône au milieu d'une cinquantaine de chaises d'officiers. Tout autour d'eux, différentes cartes de l'Europe, de la Belgique ou encore de l'Allemagne, et l'inventaire des moyens militaires à leur disposition. Tous les renseignements arrivent ici sur cette carte. On prend à partir d'ici des décisions et on les envoie et on les transmet vers les différentes unités sur le terrain. Mais à part pour des exercices militaires jusqu'à la fin des années 80, ces équipements sont finalement, toujours, restés en sommeil. Bien sûr, on n'a jamais vu la situation réelle, vu que la guerre froide est restée froide. Et donc, on ne peut jamais dire si tout avait marché dans le temps. Mais ce qu'on peut dire, c'est au début, années 50, 60, même début 70, le bunker était bien moderne. Après, il y avait un certain manque d'investissement et à la fin, il est devenu obsolète. En espérant que ces vieilles technologies du bunker de Kemmel n'aient jamais à être modernisées pour devenir, à nouveau, opérationnelles.